Bon, ben donc il est 18h15, 20, on va commencer. Donc au niveau de la logistique, on s'était donné 18, 19h30. On va essayer de tenir dans le temps. L'objectif et le format de la présentation a été retenu sous la forme vraiment d'une présentation mais interactive. Pourquoi interactive? D'abord parce que on aurait beaucoup de choses à vous présenter sur la 3S. Beaucoup de travail depuis déjà un an presque, hein, sur ce chantier-là, avec beaucoup d'acteurs. Vous allez le voir, une petite représentation ce soir. Et donc l'intérêt, c'est au lieu de faire une transition magistrale très compliquée, très longue et très pénible, plutôt essayer de faire des présentations assez générales et en fonction de vos questions, pouvoir vous répondre au mieux et de façon le plus précisément possible à vos besoins propres, mais aussi les besoins que pourraient exprimer d'autres entreprises absentes, mais que vous connaissez très bien. Voilà, donc en introduction, je donne le micro à Pierre. Merci, Franck. Une introduction qui sera courte, déjà parce que nous ne sommes pas très nombreux et que les introductions de débat ne sont pas toujours très passionnantes. Juste pour dire que il y a quelques semaines, j'ai été contacté par la région, les services économiques, qui m'ont proposé de participer à l'animation de la 3S, du volet 4 de la 3S, et au titre de chef d'entreprise, pour occuper, on va le voir tout à l'heure, dans le schéma d'organisation de cette structure 3S, donc occuper le rôle de représentant des entreprises. Alors, après réflexion, j'ai été d'une part très heureux et très flatté d'être sollicité. Et donc j'ai accepté la mission et me voilà embarqué dans l'aventure. Donc aujourd'hui, je démarre, c'est la première communication sur le sujet à laquelle je participe. Et merci Franck de m'accompagner. Merci Gilles d'être là. Merci à tous les contributeurs qui pourront alimenter la discussion, parce que la 3S, je l'ai suivie comme vous à ses débuts, quand il y a eu l'appel à contribution. Et je suppose, comme vous, bien qu'il y ait assez peu de chefs d'entreprise, j'espère qu'on en aura plus la prochaine fois, comme vous, pas toujours tout compris de la 3S. À la fois à ses débuts, puis une fois que les premiers résultats nous sont arrivés, un petit peu au compte-gouttes, hein, mais ça c'est normal. Donc j'avais, alors je ne sais pas si c'est la peine de le faire, mais j'ai trouvé, un ami m'a envoyé un bilan des process 3S qui ont été menés dans 8 régions de France, et que je pourrais vous communiquer. C'est un bilan assez intéressant, dans lequel on retrouve en introduction quelques grands concepts de ce projet. Donc une stratégie d'orientation du financement de la croissance initiée donc par l'État, on l'a compris, la région, et sous l'impulsion de l'Union européenne, pour une croissance intelligente, durable, qui orientera les fonds structurels via 4 leviers principaux. J'en ai parlé avec d'autres animateurs de la 3S qui m'ont dit qu'il y avait d'autres leviers, mais enfin ceux-là me paraissent assez essentiels. Donc une concentration des financements, notamment sur la R&D et l'innovation dans les PME. Donc R&D, innovation, PME, ça c'est des mots-clés qui me plaisent bien. Une gouvernance multiniveau qui repose sur des partenariats forts avec les collectivités territoriales, évidemment. On va le voir, les collectivités territoriales qui sont animatrices de ce fléchage des financements. Donc, gage d'une programmation des fonds européens adaptés aux réalités locales. Voilà, donc on est beaucoup plus proche de nos entreprises avec ce dispositif, enfin on l'espère. Et une meilleure coordination des fonds européens, donc FEDER, FSE, FEDAR, et j'en oublie peut-être, à travers un cadre stratégique commun de gestion de ces fonds.
Et enfin, le quatrième élément, c'est la recherche d'une efficacité accrue de ces fonds, notamment par le biais d'un contrôle renforcé des résultats. Et je crois que c'est un peu le cœur de la présentation qui va être faite par Franck, le dispositif de suivi des objectifs qui sont donnés par la 3S, des actions et des projets qui vont s'inscrire dans ces actions. L'efficience, en fait, c'est ce que recherche l'Europe. Et d'ailleurs, on peut remercier l'institution européenne de rechercher l'efficience dans la distribution des fonds européens, en tant que contribuables que nous sommes tous. Donc la spécialisation intelligente découle de la conviction de la spécificité des déterminants de la croissance dans les régions. Le territoire dispose d'avantages comparatifs sur lesquels doivent s'appuyer les stratégies territoriales d'innovation et de développement économique. Donc ça, je crois que tout le monde l'a compris. Je pensais que c'était bien de rappeler ces fondements avant de rentrer dans la présentation que Franck va faire, qui montre une organisation relativement complexe de l'extérieur, et qui nécessitera donc de 2014 à 2020, en tout cas pour la première phase d'initiation, encore d'autres actions pédagogiques comme celles que nous menons aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Franck. Peut-être déjà des questions sur les propos de Pierre. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà Pierre est donc votre référent industriel sur la partie domaine 4. On verra tout à l'heure qu'il y a 5 domaines. Et à ce titre, effectivement, c'est aussi le porte-parole des besoins exprimés par les entreprises pour gouverner un peu toute cette 3S. Donc encore une fois, je vais essayer de vous faire une petite présentation, bien sûr, appuyée sur des supports. Ne limitez-vous pas aux supports. Moi, j'en ai plus que affiché. J'en ai caché. Donc l'objectif, c'est d'essayer de vous attraper ou de vous garder, en tout cas, en veille active sur ce sujet-là et orienter au plus que je puisse cette présentation en fonction de vos réactions. D'ailleurs, il y a un micro normalement ouvert dans la salle. Voilà. Donc Pierre, d'ailleurs, également, si tu veux intervenir sur des questions, ayant déjà une première approche de la 3S, peut-être qu'effectivement, ça sera peut-être plus opportun. Merci. Et donc je suis content évidemment très heureux de représenter. C'est justement de se situer comme une entreprise qui non pas découvre la 3S parce qu'on la connaît, mais qui se pose des questions un peu basiques sur le fonctionnement de ce dispositif. Je crois que c'est la meilleure manière d'aborder la représentation de nos entreprises. Donc pour déjà placer le contexte, déjà en amont de ce slide 2013-2014 et les années déjà passées sur la construction de cette 3S, on peut revenir quelques années en arrière où avec Gilles et quelques déjà personnes parmi vous, on a vécu le premier SRI 2007-2013. On a eu donc pour ce deuxième plan stratégique une approche complètement différente, enfin complètement peut-être pas, mais en tout cas différente, et très bottom-up, même si au série 2007-2013, il y avait déjà beaucoup d'entreprises interrogées. Là, on est parti dès le départ en 2013 pour analyser de façon assez détaillée finalement tout l'existant de la région en termes de projets, en termes de centres de compétences, en termes d'entreprises, avec le chiffre d'affaires, l'effectif. On a croisé énormément de données avec beaucoup de fichiers Excel pour essayer déjà d'identifier des tendances de thématiques à la croisée des connaissances, donc avec les centres et les labos académiques, et des compétences privées, des entreprises, des startups, et même d'ailleurs des compétences territoriales avec les différentes agglos et autres. Donc aujourd'hui, on est bien sûr en 2014. Globalement, le planning est je dirais, suivi correctement. On en est aujourd'hui donc à la phase de définition et d'attribution des actions propres aux objectifs de la 3S.
Je reviendrai un peu sur le vocable en domaine, ambition, objectif sur une carte qui sera beaucoup plus explicite tout à l'heure. Mais pour reprendre le terme objectif action, on commence à travailler dans le concret opérationnel, alors que jusqu'à ces quelques mois, on était encore beaucoup dans la construction. Néanmoins, ce qu'il faut retenir absolument, un message fort à faire passer, c'est que dans la gouvernance de la 316, on est quand même dans une démarche, si ce n'est itérative, au moins évolutive. Donc certes, il y a déjà des domaines identifiés, il y aura des actions identifiées, mais l'objectif de la région, c'est de gérer au mieux les fonds attribués à l'Europe, et l'Europe d'ailleurs sera assez regardant sur le bon usage de ces fonds, et pour ce faire, on sera très attentif à l'écho de toute cette étude, de toute cette analyse face à la réalité du terrain. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair, mais l'objectif donc, c'est de pouvoir corriger au plus vite les actions et même les ambitions en fonction de critères qui nous ont peut-être échappé, ne serait-ce que la motivation des acteurs sur la thématique ou simplement le marché qui évolue d'ici 2020 et peut-être fera naître d'autres ambitions, d'autres objectifs pour la région. Donc finalement, ça reste assez souple. Donc n'y voyez pas dans ces slides un aspect très arbitraire et figé dans le temps. D'ailleurs, ça nous pose quelques soucis, puisque même cette présentation, si elle a le mérite d'exister, tout n'est pas parfait, tout n'est pas validé, tout n'est pas inscrit dans le marbre. Et c'est aussi pourquoi on a du mal à diffuser de l'information validée, et donc peut-être avec un retard maintenant substantiel au retour des entreprises sur le travail des A3S. Donc c'est bien l'objectif de la soirée, là, de vous donner un premier niveau d'information sur ce qu'on a déjà pu faire ensemble entre la collectivité, la recherche et les entreprises. Donc voilà en gros le résultat de tout ce travail. En gros, on appelle ça la marguerite. La marguerite qui est donc composée de 5 domaines. 1, 2, 3, 4, 5, enfin 6, 7 domaines. Voilà. 5 grands secteurs et un domaine plus transversal qui est le domaine qu'on appelle domaine 4, le domaine du numérique. Donc acquisition de données, traitement et visualisation des données numériques. En gros, le numérique. Donc encore une fois, ces différents thématiques ont été l'aboutissement d'une analyse assez poussée des compétences et privées et académiques, avec un certain positionnement marché également. Ce que vous pouvez voir donc dans les bulles, c'est ce que l'on va voir au niveau des ambitions de chaque domaine. Donc avec des grands thèmes qui commencent à spécialiser la région, puisque pour reprendre ce terme dont a fait une introduction Pierre, on est bien dans la spécialisation. C'est-à-dire que l'objectif de la région, comme toutes les régions et sollicité par l'Europe, c'est de pouvoir positionner notre région. Pour certaines régions, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. En l'occurrence, pour la nôtre, ça n'a pas été simple. Pourquoi? Parce que déjà, la politique régionale depuis déjà pas mal de temps a une volonté d'être assez parcellaire quant à ses compétences. Beaucoup de labos, beaucoup de petites entreprises, peu de grands leaders, en tout cas dans le domaine de TIC, à part peut-être IBM et Dell, mais peu de grands industriels qui tirent vraiment la technologie. Donc en fait, on a un tissu économique aujourd'hui que vous connaissez certainement plus que moi, qui est divers et qui ne permet pas de positionner facilement la région. Donc on a gardé cette politique en disant finalement, c'est peut-être aussi une force a priori, et on verra, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de l'écho vraiment du marché et des acteurs académiques et industriels, on va partir sur une marguerite rassemblant le maximum de compétences avec une chance quand même, en espérant quand même d'en sortir quelques-unes, quelques succès quand même. J'ajoute à cette analyse assez théorique quand même un appel à intention, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, de projet fait par la 3S il y a je pense que c'était en 2013 je pense, qui a quand même recensé 250 propositions de projets, des projets également qui étaient académiques, industriels et même territoriales, comme par exemple l'agglomération sur son projet Smart City.
Je propose que, est-ce que déjà, je parle peut-être vite et un peu trop, est-ce que sur cette marguerite, vous avez des questions sur les grands domaines déjà? Après, on rentrera peut-être un peu plus précisément dans le domaine 4. Bon, on peut les lire quand même, citer peut-être pour ceux qui ne sont pas là. Donc H2O, toute la problématique de l'eau en région. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît un peu cette compétence en région. Transition industrielle énergétique, là aussi il y a de grands mouvements forts sur tout ce qui est solaire, mais aussi smart grid. On a des grands acteurs côté Marcoule sur tout ce qui est démantèlement, avec même des startups qui se sont montées spécialement dessus. On a donc dans tout ce qui est médical, alors on n'a pas vraiment le mot e-santé, mais on a thérapie innovante et ciblée diagnostic. On a deux grands domaines là aussi, enfin deux grandes compétences facilement visibles avec tout ce qui est biomarqueurs, tout ce qui est thérapie innovante ciblée, intervention non médicamenteuse. Bon, là aussi, je pense qu'à Cap Omega, il y a pas mal de startups positionnées déjà dessus. Ce que l'on connaît peut-être moins dans ce bâtiment, c'est tout ce qui est production et valorisation innovante et durable de la culture méditerranéenne et tropicale. Donc c'est tout le secteur agro, agri. Et pour ma part, je participe activement à tout ce qui est TIC agro. Encore demain, je fais la même présentation avec ce domaine-là. Donc il y a beaucoup de foisonnement d'idées entre les besoins de l'agro et des TIC et des numériques. Donc là, je pense qu'il y aura pas mal d'écho sur ce domaine. Et enfin, économie du littoral. Alors personnellement, moi, c'est un peu une découverte. Néanmoins, ça répond aussi à un objectif politique qui avait été annoncé à l'époque par le président de région sur vraiment toute la revalorisation de la région sur cette économie-là qui est réelle. Et enfin, donc le dernier, celui que vous connaissez tous, donc qui est volontairement placé au centre par son rôle transversal. Hein. L'idée, c'est d'irriguer, bien sûr, tous les secteurs de nos technologies, de notre savoir-faire. Et d'ailleurs, déjà, beaucoup d'entre vous sont positionnés sur cette approche. Donc, acquisition de données, traitement et visualisation de données numériques. On verra qu'il y a quand même deux grands thèmes qui se dégagent, deux grandes ambitions de ce gros sujet. Culture et médias numériques. Donc, pour anticiper, donc c'est Gilles qui principalement, en tout cas pour Transfert l'air, anime ce sujet. C'est d'accord, Gilles? Et tout ce qui est traitement et visualisation, donc on a appelé ça appliqué au... il manque le début, hein, c'est traitement de données, visualisation des données numériques appliqué au vivant, à l'environnement et au territoire intelligent. Là, en tout cas, Transfert l'air, on est deux. Moi pour la partie traitement plutôt de données et Sabine Dumazer plutôt pour la partie acquisition. Mais on va y revenir. Peut-être Franck, présenter le cercle orange qui entoure ces... Autant pour moi. Ouais. Chaque fois qu'on nous présente la marguerite, c'est pas la première fois qu'on la voit, ce cercle orange, on a un petit peu du mal à savoir ce qu'il recouvre. Ouais. Alors c'est vrai que, plus nous on est plus, dans nos domaines et plutôt techno, mais en fait l'idée de tout ça, si on repart de la base, c'est pas de faire de la techno pour la techno, c'est vraiment de faire du développement économique. Alors, en tout cas, c'est la grosse tendance, le gros message de l'Europe par rapport au précédent plan 2007-2013, où on était là pour faire vraiment émerger des technologies, de la R&D. Là, le deuxième message de l'Europe, en tout cas, c'est vraiment du développement économique. Tout doit être axé là-dessus, ça doit être le prisme de tous vos projets de R&D. Donc au final, on a remarqué qu'en région, on avait quand même une force sur la capacité à entreprendre. On a encore parlé tout à l'heure dans le think tank de la stratégie numérique régionale. Et donc on va en profiter pour en faire un positionnement original, puisqu'il n'a pas été repris par d'autres régions. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie technique secteur, on a aussi la partie entrepreneuriat et la capacité à vendre cette innovation qui est traitée en tant que domaine. Donc ça, c'est une particularité qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, elle a été retenue très, très favorablement par l'Europe et ça donne du sens à tout ce travail au nom du développement économique. Donc tout à l'heure, j'afficherai tous les noms des responsables de tous les domaines.
En tout cas, Annie Schoenberger a travaillé activement sur tout le début du travail. Voilà. Après, je ne pourrais pas rentrer facilement dans la précision de chacun des domaines appliqués, même si j'ai des informations en fonction de vos questions. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question concernant le... On peut ajouter aussi peut-être qu'en termes d'animation, le domaine numérique qui est transversal à tous les domaines est en charge justement de l'animation de cette transversalité. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'en plus de l'animation de l'industrie numérique en région, il y a aussi l'animation des liens entre l'industrie numérique et les secteurs utilisateurs de l'industrie numérique, qui est confié au domaine numéro 4. Pas de questions ? Donc, en caché, il y a tous les domaines. Je ne vais pas pour l'instant y revenir dessus. Je vais tout de suite cibler sur le domaine 4, sauf si effectivement certains d'entre vous ont des questions sur les domaines plutôt des secteurs. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on a deux ambitions. L'ambition 1, donc, qui est toute la partie traitement de données. Notre ambition, finalement, c'est être une référence en Europe en matière de production de solutions et d'usages dédiés aux applications sur le vivant, l'environnement et le territoire intelligent. Donc, ce titre-là, un peu général, c'était encore une fois pour être consensuel, pour pas oublier, pour pas avoir de laisser pour compte sur des petites entreprises très spécialisées, très compétentes et dont on a besoin. Et on a donc relevé ces deux thèmes, vivant et environnement, qui étaient historiquement le positionnement des secteurs priorisés par la région, et un petit dernier, territoire intelligent. Là, c'était compte tenu de l'effervescence des entreprises, des acteurs en général, et des collectivités, en tout cas de certaines, sur ce sujet-là, et en faisant écho également aux politiques nationales, on a senti opportun de le mettre dans toute la problématique du domaine 4. Alors, si je lis plutôt le slide en séquentiel, donc on s'est donné donc à chaque ambition des objectifs. Voilà, et on verra tout à l'heure qu'à chaque objectif, on a des actions pragmatiques qui ont déjà été définies. Donc, ce que je propose, parce que ça peut être long, c'est au moins de vous présenter les objectifs. Et en fonction de vos questions ou de vos interrogations, de toute façon, après, on pourra diffuser, alors peut-être pas ce soir, mais très rapidement, le détail de toutes les actions. Et de toute façon, vous verrez que vous allez être impliqué au plus vite sur ce type d'action. Mais en tout cas, l'objectif de cette présentation, c'est que si jamais il y a une des actions qui résonne en vous, pour avoir plus d'informations, pour être même intégré dans les actions potentielles, n'hésitez pas à vous faire connaître. L'objectif de cette réunion, c'est aussi de motiver les industriels dans cette démarche et d'avoir le plus d'acteurs possible pour y aboutir. Donc, est-ce que vous voulez que je lise toutes les lignes? Quel format vous voulez? Risque d'être un peu lourd à lire, sauf si vous le souhaitez. Je sais pas. Je vous passe le micro. Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous souhaitez continuer en fait cette présentation? Ce que je propose, Franck, c'est qu'on déroule l'ensemble de la présentation et qu'on lance la discussion à l'issue de la présentation de tous les slides. D'accord. Ouais, ce sera Bon. Si ça vous convient, alors donc premier objectif, la région est leader dans la conception de nanosatellites innovants, des systèmes embarqués, associés et de leur qualification. Donc là, en fait, c'était, pour mémoire, je ne sais pas tout non plus, il y a eu beaucoup de projets, effectivement, dans la contribution, dans les 250 contributions qui ont été amenées sur ce sujet-là. Donc, naturellement, avec l'association, je crois que c'est une association Van Allen, a montré qu'il y avait du sens, effectivement, à avoir cet objectif pour servir cette ambition.
La région a augmenté le nombre d'entreprises travaillant sur le développement et la production d'objets intelligents, de capteurs à forte valeur ajoutée et la conception et l'industrialisation. Là aussi, beaucoup de startups que vous connaissez et dont certaines sont présentes ici nécessitent cette action, renforcée par une vraie compétence en laboratoire, notamment par le laboratoire IES, mais aussi LGI2P. Il y a un vrai savoir-faire dessus avec des projets aussi collaboratifs vraiment intéressants, notamment je pense à Ryder sur l'environnement et l'énergie, qui ont donné des prix nationaux. Bon, on ne pouvait pas passer à côté de cet objectif-là. Troisième objectif, les usages et services exploitant l'information géographique et spatiale produite en région sont plus nombreux, accessibles par tous les territoires. Donc là, c'est un sujet qui répond aux besoins de la région, des startups spécialisées dans toute la partie SIG, beaucoup d'acteurs, beaucoup de besoins également en réponse aux besoins du territoire. C'est pourquoi cet objectif a été défini. Objectif 4, la région est parmi les leaders européens en matière de traitement de données. Donc là, il y a beaucoup de compétences issues des laboratoires. Il y a eu des projets aussi collaboratifs, dont celui que j'ai eu le plaisir d'animer pendant quelques années, notamment le centre de compétences pour le traitement des données par le HPC, le High Performance Computing, a fédéré tout peut-être pas un écosystème, mais a fédéré en tout cas beaucoup d'acteurs autour de ce sujet-là. Et bien sûr, le challenge que tout le monde connaît en TIC, c'est-à-dire la capacité à pouvoir, traiter toutes ces données, toujours de plus en plus volumineuses, avec de plus en plus de temps réel. Donc c'est aussi en réponse aux besoins des secteurs appliqués que vous avez vu sur les autres pétales. Objectif 5. La région bénéficie de plateformes de référence interopérables au service des usages innovants prioritairement dans les domaines de la 3S. Donc là, c'était en réponse, en écho à des grands projets déjà commencés avant la 3S, notamment le CR2I, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire ces bases de référence qui ont été montées et qui sont nécessaires pour mutualiser les moyens et faire du partage de connaissances pour tous ces secteurs. Donc le CR2I, c'est la santé principalement, mais il y en a d'autres qui avaient été identifiés. Objectif 6, la région a développé un écosystème de production et d'expérimentation de solutions numériques au service des territoires intelligents. Donc là, vous savez tous, je pense, l'effort consenti par Montpellier Agglo et l'écho incroyable au regard de l'action lancée par l'État sur la French Tech. Tout ça en réponse à un besoin qui avait été identifié du territoire sur Écocité, a fait de toute cette problématique un vrai objectif au service du domaine 4. Donc au final, on se retrouve avec 13 actions qui répondent à ces objectifs. Là, je pense que je vais, en tout cas pour l'instant, vous exonérer la liste de toutes ces actions. On pourra y venir bien sûr après. Ambition 2. Gilles, est-ce que tu veux le présenter, le lire, pour que je puisse boire un peu d'eau ? Donc l'ambition 2, donc c'est dans la 3S la suite de la contribution qui avait été faite au mois de juillet, vous vous souvenez, c'est la contribution sur Creative, elle s'appelait Creative sur de France, il y avait 29 commentaires sur cette contribution, il y a eu un gros succès et donc ça a donné l'ambition 2, donc qui concerne les industries créatives. Mais moi, si ça vous aide aussi, la différence que je fais, c'est l'ambition 1, c'est les données, l'ambition 2, c'est les contenus. Vous allez voir qu'on va se retrouver avec ça souvent. Donc sur l'ambition 2, on a été parti sur être un leader européen. Et puis on s'est rendu compte que les Catalans, à Londres et à Berlin, ils étaient bien meilleurs que nous.
Donc on a revu un peu notre ambition et c'était être un partenaire des leaders européens. Et donc ça, c'est vrai, on peut y arriver. Comment on va arriver à être un partenaire majeur des leaders européens? Donc le premier objectif, la région augmente les collaborations entre les acteurs économiques et des industries créatives. Ça se traduit quelque part par financer des bourses spécifiques avec des informaticiens et des gens qui font de la sculpture, par exemple, ou de la vidéo, enfin, des industries créatives. Ça se traduit par des rencontres professionnelles, ça se traduit par des résidences d'artistes à financer. Vite fait, je vous le fais. Et donc l'action 1, elle sera pilotée, je peux vous le dire tout de suite, par Languedoc-Roussillon Cinéma et Réseau en Scène. Parce qu'en fait, nous, on a décidé de faire une action par objectif. Comme ça, c'est plus facile. L'objectif 2, les acteurs économiques des industries créatives développent des chaînes de production compétitives qui permettent d'augmenter leur part de marché des contenus distribués. On est toujours dans cette affaire-là. Et ici, ça consiste à aider les éditeurs, notamment les éditeurs de logiciels et les créateurs de contenu dans leur activité. Pour vous donner 2-3 exemples. Ah, oui, je ne l'ai pas là. De qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans. C'est par exemple financer les projets de R&D collaborative dans cette action pour avoir des outils plus performants, financer du haut de bilan aussi pour que les entreprises puissent aller sur des projets plus importants, arriver à obtenir des data centers pour pouvoir héberger les contenus qu'on va créer, obtenir du très haut débit pour que les entreprises qui font la création ou ceux qui veulent faire de la diffusion puissent effectivement y arriver. Si on veut être un partenaire majeur des leaders européens, il faut au moins ça. Oui, c'est tout, je fais le tour. Donc l'action 2, justement, elle va être pilotée par Pixelaire et Livre et Lecture. Voilà. L'objectif 3 est donc action 3. Les acteurs économiques des industries créatives en région ont augmenté leur visibilité européenne et internationale. Il s'agit effectivement d'avoir un porte-drapeau. Vous verrez, si vous vous intéressez un petit peu aux industries créatives, que dans tous les pays, il y a un Creative machin, un Creative England, Creative Wallonia, Creative Austria, Creative comment s'appelle, Scotland, Creative Norway, Creative Sweden, tous partout ils sont comme ça. Donc il y a un drapeau important. Il faut faire partie de ces gens-là pour être un partenaire majeur. Et donc dans cette action aussi, il y a une partie qui concerne les salons. Alors créer un salon international, de niveau international sur Montpellier, adossé probablement au DigiWorld, au MIG et ce genre de choses. Peut-être pas créer un nouveau salon, mais augmenter donc les salons qui sont là, mais aussi participer aux salons mondiaux qui concernent le secteur. Donc pareil, pour donner un exemple, sur le secteur du jeu vidéo qui fait partie des industries créatives, le salon donc de la Gamescom de Cologne, cette année on va y aller, dans les années futures il faudra aussi avoir un stand probablement, sinon on compte pas. Si on n'est pas sur les salons internationaux, on compte pas. Et donc nous, l'objectif c'est effectivement d'être un partenaire majeur, donc il faudra y aller. Cette action, elle va être pilotée par Sud de France Développement, qui fait déjà une grosse part de cette activité. Ça ne va pas trop les changer. L'action 4, ça va vous intéresser. Donc, la région compte davantage de plateformes Internet de diffusion de médias numériques, dont jeux, applications mobiles, e-book, vidéo, musique et autres. Donc, c'est une action qui a été sollicitée. Enfin, tout ça, c'est le résultat en fait, du travail qui a été fait avant. Et donc cette action, elle vise à financer effectivement des plateformes de diffusion. Donc il y a déjà des gens qui sont partis. Par exemple, LR2L, ils ont déjà fait une étude. LR2L, c'est le livre, le e-book et tout ça. Ils ont déjà fait une étude sur une plateforme de diffusion de livres papier et de livres numériques. Les gens de la musique sont aussi déjà avancés. L'APEM, je suis plus l'association des professionnels et de la musique. Donc d'éditeurs de musique, merci Frédéric. Donc eux, ils sont aussi avancés sur une plateforme de diffusion. Et donc ces technologies de plateforme de diffusion, il faut qu'on les maîtrise pour pouvoir être un partenaire des leaders. Et cette action, elle va revenir à Novae LR, elle sera pilotée par Novae. Donc je cherche Christophe, a priori il va s'y coller un peu. Donc oui, bien sûr, avec le président, c'est sûr. Donc c'est pilotage Novae de cette action. Et le dernier objectif, le chiffre d'affaires de l'offre touristique, patrimoniale et culturelle induit par les technologies numériques à augmenter. Donc il s'agit ici effectivement d'utiliser le numérique pour faire des applications mobiles pour le tourisme, pour faire de la vidéo patrimoniale, enfin, utiliser donc être en capacité à créer, à diffuser du contenu pour les secteurs autres que le nôtre, les secteurs proches. C'est une action qui va être, elle, pilotée par le Conseil régional Languedoc-Roussillon, la direction de la culture et la direction du tourisme, justement, puisque ce sont des secteurs
qui sont visés par cette action-là. Donc là, sur cette partie-là, il va y avoir, il y a déjà beaucoup de projets qui se sont signalés pour dire oh, nous on veut y être là. Voilà. Et oui, je l'ai dit, c'est une action qui va être pilotée par le conseil régional. Voilà, après je rentrerai dans le détail avec les questions, hein, si vous avez des questions. Merci Gilles. Toujours pas de questions? C'est clair. Donc, je pense que je vais finir donc la présentation avec une petite partie sur l'organisation quand même de tout ça, déjà pour que vous puissiez connaître un peu vos interlocuteurs et comment tout ça se construit. Et après, on pourra revenir sur un autre document, sur le détail effectivement, dont, comme l'a introduit Gilles, des actions et qui travaillent sur ces actions et comment elles peuvent évoluer et quel est votre intérêt dans tout ce travail. Donc je vais le faire très court, hein. Donc effectivement derrière toute la partie opérationnelle il y a quand même une gouvernance mise en place, donc comité régional de programmation, comité de pilotage 3S, les domaines, à chaque domaine il y a un responsable de domaine, il y a un référent industriel, chacun rencontre un comité de pilotage 3S qui a pour objectif c'est de justement déjà la mise en place de la gouvernance mais aussi le suivi, le recadrage qui est sans cesse, hein, même en phase de construction, on recadre des actions, on recadre des objectifs, on recadre des pilotes, on recadre tout. Donc c'est très dynamique. Ça donc est assez chronophage aussi. Donc voilà. Donc là c'est pas forcément le domaine 4. Hein. Tous les domaines sont organisés de cette façon-là. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de pilotes d'action qui a été proposé. Là aussi ça peut être modifié. Déjà dans cette assemblée, il y en a quelques-uns. Il y en a même qui sont plus. Bon, je fais vite. Hein. Je vous présente les slides pour que si ça... Oui, à une question. Donc, concernant en fait l'animation du domaine et concernant le pilotage des actions, moi donc je voudrais savoir, donc puisque Novae est pilote notamment d'une action, savoir s'il y a des ressources affectées. Alors des ressources affectées, je dirais oui et non. Voilà, il y a des ressources essentiellement humaines dans un premier temps, qui sont non négligeables quand même. Après, à la question, effectivement, moi je veux bien animer une action, mais combien on me donne financièrement? La réponse pour l'instant est négative. Il n'y a pas de budget attribué directement à un animateur. Pourquoi? Un pilote, pardon. Pourquoi? Pour deux raisons. Bon, je vais essayer d'être fidèle aux propos des gens qui ont mis ça en place. Je vais pas trop m'avancer. Mais il y a deux raisons qui me semblent cohérentes par rapport à tout ce qui a été mis en place. La première, c'est déjà le budget général de la collectivité pour pouvoir gérer tout ça, qui n'est pas élevé. Mais je dirais la plus fondamentale, c'est dans l'esprit même de la 3S, et ça, j'avoue que c'est un challenge. C'est qu'on part du postulat que cette 3S n'a de succès que si les acteurs ont l'impression que ça leur aide, ça les aide dans leur business. Non, les acteurs académiques, les acteurs industriels. On a beaucoup d'exemples déjà d'animation fait par des industriels au départ sous l'angle du bénévolat, mais c'est pas du bénévolat vraiment. C'est-à-dire que au plus l'acteur industriel sera proche de son action, au plus déjà il sera au fait de ce qui se passe sur son territoire pour l'intégrer dans son propre modèle économique. Nous on a un exemple très précis pour essayer d'illustrer mes propos. C'est à Transferlair, on a 6 COSTI, des comités scientifiques. Dans chacun des COSTI, il y a 10 industriels, bénévoles. Et c'est la même raison en fait. Pourquoi ils sont dans ces comités scientifiques? Et en l'occurrence en TIC, ils sont très sollicités. Hein. Ils sont sollicités au moins une demi-journée par mois. Au moins une demi-journée, ça c'est l'instance. Et puis après, sur les dossiers à expertiser, ils perdent 4 heures à chaque dossier.
On peut se demander pour la même question, mais pourquoi vous le faites gratuitement? Donc l'intérêt pour eux est double. D'abord avoir un espèce d'état de l'art sans cesse mis en œuvre. Après il y a un devoir aussi, j'imagine, citoyen. C'est-à-dire c'est un peu la tendance, le message fort de l'Europe dans ces 2014-2020, c'est penser aux citoyens. Soyez citoyens. Et ben là aussi, hein, comme les académiques et chercheurs peuvent être citoyens, les industriels aussi peuvent contribuer aussi à l'accompagnement de son territoire dans le développement économique. Donc, je ne veux pas être trop pompeux, ni mon rôle c'est pas d'être un politique, mais j'essaye de vous donner des explications pour endiguer le principe de dire mais c'est inconcevable d'avoir un industriel qui s'engage sans avoir en face les moyens pour. Donc en tout cas sur ce discours, moi je l'entends très bien. En tant que chef de projet, effectivement, on doit face à un projet avoir les besoins et les moyens. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus basé, on n'est pas basé sur une rémunération en numéraire du temps passé par les pilotes. Pour être très pragmatique. J'espère que ces propos-là ne vont pas casser l'ambiance et que tout le monde va repartir. Néanmoins quand même, derrière ces actions, je le dis en introduction de tout à l'heure, il faut comprendre que derrière ces actions, l'objectif c'est de générer des projets. Hein. Et donc dans ces projets, en l'occurrence, pourront être financés. C'est ma deuxième question sur le financement des projets. Donc la partie pourcentage entre financement FEDER et autres, c'est quoi? Alors, sur une parenthèse, mais assez rapide, sur la partie financement, assez rapide parce que je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences aujourd'hui pour vous donner des chiffres validés, et puis aussi parce que j'ai pratiquement la certitude que rien n'est validé. Donc, en gros, si on garde en partant du principe qu'il ne va pas avoir un bouleversement dans la méthodologie de financement des fonds FEDER et qu'on se base sur le fonctionnement de 2007-2013, on est en gros à 50% pour la règle qui reste la même, 1 euro européen, c'est 1 euro de la collectivité au moins nationale. Que ce soit un département, la région, dans un projet, il y a toujours cette règle. C'est pas le mot que je cherchais, mais cette règle. Ensuite, effectivement, ce qui est intéressant pour l'entreprise, et c'était vraiment notre maître mot pour motiver les entreprises dans les fonds FEDER, c'est au sein d'un projet collaboratif, il y avait une part de subvention. Alors que dans les projets, c'est vrai qu'il y a des aides de subvention pure, mais qui sont limitées, qui sont relativement petites, dans les 30 000 euros, 30-50 000 euros. Et après, c'était que de l'avance remboursable. Or, grâce au fonds FEDER, grâce au fonds européen, on pouvait avoir une partie de subvention. Donc en gros, ça fait 50% de fonds publics, 50% de fonds privés. Et dans les 50% de fonds publics, 25% de subventions du FEDER, 25% d'avance remboursable. Ça, c'est les grandes lignes. Ça, c'était avant. Dans les grandes lignes, c'était comme ça. Donc, si on fait un peu de projection, et avec les quelques messages qui sont arrivés, en gros, on pense aujourd'hui à 60% de FEDER, donc un peu plus que le premier programme. Voilà. On a toujours donc la règle des 50-50, 50 publics, 50 privés, et dans les 50 publics, on aurait 60% de subventions et donc 40% d'avance remboursable. J'espère que je ne vais pas m'étendre trop sur ce chiffre, parce qu'encore une fois, même avec le précédent programme, pour y avoir puisé dans ces fonds FEDER avec des gros programmes, c'était un peu du cousu humain en fait. Donc ces règles, elles sont très, très générales. On pouvait avoir du 80% de fonds FEDER et 20% d'avance remboursable pour certains projets. Donc ça reste quand même à la discrétion des projets. Donc j'ai donné des grandes lignes. Le message à retenir, c'est que déjà on a encore de la subvention. Donc dans les temps qui courent, c'est déjà pas mal.
et de façon assez conséquente par rapport à la taille du projet. Donc ça, je dirais, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, si j'ai bien retenu les messages, si j'ai bien compris les messages qui me semblent très importants, c'est qu'on n'a plus l'obligation d'avoir 2 entreprises, un labo. Et ça, ça va changer la donne pour les entreprises. On peut avoir 2 entreprises, on n'est même pas forcément obligé de faire du collaboratif. Bon, c'est à confirmer parce que là aussi, c'est peut-être pas encore bien validé, mais en tout cas, c'est des messages qui ont circulé. Donc ça serait très intéressant pour les entreprises, en termes de financement. Donc voilà, au niveau si j'en reviens sur la gouvernance, donc le pilote, en gros, où on en est aujourd'hui, on est en train de faire la liste donc des pilotes de chaque action qui ont été identifiés. On leur a normalement tous expliqué leur rôle, leur motivation. L'objectif, c'est d'être un garant justement de l'aboutissement de cette action, éventuellement de la réviser, éventuellement de remonter un peu les difficultés sur l'aspect opérationnel. Encore une fois, les actions, ce ne sont que des actions, ce ne sont pas les projets. Donc aussi aux pilotes d'action d'essayer de motiver des projets ou de recadrer la thématique de l'action si les projets n'arrivaient pas, ou simplement de dire bon, cette action n'a pas d'écho sur le terrain et donc quid de la pérennité de cette action. Néanmoins, effectivement, on demande un certain engagement quand même, je le cache pas, des pilotes. C'est-à-dire, on espère qu'effectivement, là c'est un message aussi aux industriels, parce que bon, il y a quand même aussi beaucoup de pilotes d'action qui ne sont pas industriels, mais on espère vraiment que, enfin, d'ailleurs à Novae, il y a Emmanuel, je crois, Emmanuel Mouton qui est industriel. Dans mon domaine, enfin dans ma partie traitement de données, il y a Emmanuel Mouton qui est pilote d'une des actions. Voilà, alors s'il y a moyen à disposition, je ne sais plus trop pour le périmètre de cette case, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, les ressources humaines. On est déjà, nous, tout transfert LR à aider les pilotes. Et on est même assujetti des fois à remplacer les pilotes sur certaines actions, soit parce qu'ils sont indisponibles, soit parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Donc il y a quand même beaucoup de, normalement, disons que le pilote d'action, c'est pas forcément l'opérationnel qui fait tout le reporting, le suivi. Non, c'est le garant. À lui après de solliciter éventuellement des moyens auprès des structures prévues pour. Donc aujourd'hui, transfert, mais vous verrez les pôles, il y a beaucoup, même certainement Novae, son engagement en fonction de sa feuille de route. Celle qui est déjà partie, forcément, il n'y a peut-être pas cette prise, je l'ai pas vu, donc je ne sais pas quels sont les moyens sur la 3S, mais après, vous serez tout à fait éligible à abonder dessus. D'ailleurs, je pense que ça a été demandé. Donc ensuite, rapidement, alors ça j'ai voulu proposer, donc je pense que c'est la dernière slide, cette planche parce qu'elle a le mérite pour tous ceux qui font du numérique appliqué à l'eau, à l'environnement, à l'agro, d'avoir les responsables, les animateurs des domaines. Donc vous voyez, les domaines c'est les pétales, donc c'est eux qui vraiment pilotent toute la thématique de sa pétale. Donc notamment Pierre Trille, qui est chef de service SIG et adjoint au directeur informatique de la région. Et donc Monsieur Mangin qui lui-même est DSI de la région LR. Ensuite, donc une équipe d'animation. Donc quand je vous dis qu'il y a des ressources, on les voit. C'est tout cela déjà. Donc Anne de Pape qui a été spécialement été embauchée, sous contrat. Pour assister Pierre Trille dans toute la construction de la gestion de ce domaine. Sabine, que vous connaissez peut-être, ma collègue en électronique mécanique, Franck Bertu, moi-même. Donc Simon Martinez, le collègue de Gilles, mais région. Donc Gilles Lucato, que vous connaissez sur le département TIC, mais qui... parce qu'on m'a posé la question la dernière fois d'un porteur de projet,
Donc on a toujours les mêmes missions conseiller technologique à Transfert L'air. Néanmoins, c'est vrai qu'on n'a pas franchement de spécialité à Transfert L'air entre nous deux, sauf que de fait, et peut-être ça va se renforcer après, on ne sait pas, hein, on vit aussi au jour le jour. De fait, toute la partie traitement données concernant la 3S, moi je suis à l'écoute, et Gilles est à l'écoute de toute la partie culture numérique. Voilà. Et après, en fonction des dispos, on s'organise. Philippe Matonnet, donc, qui est... Oula, je vais me tromper là, si tu peux m'aider. Ouais, mais je vais me tromper sur sa... Voilà. Je sais qu'il est Osgar, mais j'ai peur de me tromper sur son titre. Voilà, chargé du numérique Osgar. Et Caroline Binet, qui est à la région aussi, chargée des filières, voilà, des projets. Voilà, donc après, parmi les animateurs, donc un peu de transfert, un peu de région, voilà. Donc ça, c'est pour la partie animation. Et après, il y a les pilotes, mais je les ai pas là. Voilà, les pilotes, c'est pas tout à fait finalisé. Alors, désolé pour la partie Ambition 2, je sais pas, c'est pas moi qui fais la planche. Et en fait, bon, mais heureusement, Gilles, tu les as bien précisés. En ce qui concerne donc l'autre Ambition 1, donc ils sont là, donc Pierre-Michel Richiot qui est du LGI2P, Anne-Laurent qui est du LIRM et moi-même, voilà, sur la partie traitement de données, Pierre Morel pour la partie... normalement, il y a... ah voilà, Emmanuel Mouton, je sais pas ce qu'il fait là. C'est pas... Oui, mais il est pas là. Et Emmanuel Mouton, il est... Bon, cette slide, finalement, elle est pas super. Emmanuel Mouton, en fait, il est là. Il est dans le territoire intelligent. Voilà. Bon, voilà, du coup, je vais pas trop m'étendre sur ce... Je suis désolé, je pensais qu'elle était plus finalisée, mais je vais pas trop m'étendre sur cette slide. En sachant que on les a tous hein, sur un autre document beaucoup plus précisément si vous voulez les noms des différents pilotes d'action. Voilà pour cette présentation. J'ai d'autres documents en fonction de, je sais pas, de vos centres d'intérêt et du temps que vous voulez y passer. Oui, Philippe. Oui. Voilà. Donc, c'est une histoire de planning, je pense. Voilà. Aujourd'hui, donc, de toute façon, je sais pas si je réponds à ta question. Hein, c'est juste que je veux illustrer mes propos. Voilà. Aujourd'hui, donc, tout ce travail depuis 2 ans, là, on en est là. En fait, on a construit les domaines, la stratégie, les ambitions, les objectifs. Maintenant, on construit les actions. C'est très important parce qu'effectivement, c'est l'action qui va conditionner ensuite les appels à projets. Et puis, il y a des actions structurantes. Par exemple, moi, j'en porte une actuellement avec Philippe aussi, sur laquelle on a commencé un peu vite. C'est par exemple la mise en place d'un centre de compétences sur le traitement des données Big Data HPC. C'est des projets de 16 millions d'euros. Aujourd'hui, donc c'est quand même assez important. Donc il est très important pour nous, toute l'équipe d'animation, de ne pas trop se tromper sur le périmètre des actions. Pour répondre à ta question, concrètement, tout ça est régi essentiellement par des fonds FEDER, les fameux fonds FEDER, les fameux fonds européens qui, dans le plan 2014-2020, seront à la gestion de leur région, uniquement. Voilà. Donc, il faut quand même avoir ces fonds avant de lancer ces appels à projets. Grosso modo, aujourd'hui, on a une ordre d'idée du calendrier qui dit que normalement, ils sont accessibles fin d'année 2014. Donc, disons pour les industriels de façon concrète en 2015. On espère plutôt début que le milieu. Voilà, je suis pas très précis, mais je suis désolé, c'est la précision que je peux donner. Voilà. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Bon. Toute chose égale par ailleurs. Si c'est du projet collaboratif ou du projet structurant, comme le centre de compétences, par exemple, ou d'autres, hein, ça met un certain temps de montage. Voilà. Donc on peut déjà commencer sur des grands projets à les monter, sachant que, et même à les déposer, en fait. Sachant que le financement, il faut compter que le financement concret arrivera plutôt en 2015.
Par exemple, je reprends mon exemple, bon, désolé, celui que je connais le mieux, sur HPCLR, on a commencé en 2008 le dossier, on a été financé en 2010. Voilà, 2 ans entre les différentes itérations du dossier et même entre les acteurs, essayer de calibrer le consortium. Bon. Donc, je dirais, n'attendez pas 2015 pour commencer les projets. Déjà, ça c'est le premier message. L'autre message, c'est que pour certaines actions, notamment des plus grosses ou des actions qui semblaient pas forcément très matures dans le périmètre, il a été proposé un financement de la région pour financer des études afin de mieux cadrer ces actions. Voilà. Donc ça, il y a déjà, on a sollicité normalement tous les pilotes d'action, en tout cas tous les animateurs pour exprimer déjà une idée sur quelles actions pourraient être intéressantes de financer une étude. Donc ça a été fait avec une proposition. Donc pour l'ambition 1, je dirais qu'il doit y avoir 2 ou 3 études. Pour l'ambition 2, il y en a une. Alors il y en a peut-être 2 pour l'ambition 1. En fait ça a été réduit. Donc pour l'ambition 1, il y en a peut-être 2. Une pour la partie capteur, une pour la partie traitement. En l'occurrence, encore une fois, désolé, pour la partie traitement, pour celle que je connais, c'est justement une étude régionale. Donc on est bien, dans la 3S, on est bien sur un territoire régional. Hein. Donc une étude régionale sur tous les besoins de big data et des sujets assimilés. Voilà. Voilà, pour la mission 2, c'est une étude sur les plateformes. Donc, je dirais, nous en tout cas, bon, bien sûr, on est en ordre de marche du côté animateur, mais de plus en plus, et d'ailleurs c'est pour ça qu'avec Géraldine, on a dit là, il faut qu'on soit aussi un peu plus présent auprès des acteurs économiques, c'est que maintenant, on va vraiment se mettre en ordre de marche auprès des industriels. Alors, pour répondre quand même en écho à cette question, mais pourquoi on n'est pas aussi informé sur la 3S, je vous mets en garde quand même, c'est-à-dire qu'on ne veut pas trop vous solliciter sur des actions, alors que même nous, on n'est pas convaincus encore de la finalité, de la pérennité. L'objectif vraiment pour nous, animateurs, à expérimenter sur ce type de projet, c'est surtout pas de faire essouffler le quoi déjà, retomber souffler, voilà. Donc ça serait dramatique. Donc au contraire, on veut monter crescendo. Donc qui va piano va à Simo et on y arrivera. Bon, allez, j'ai encore une question. Allez. Bon, je fais un peu la candide parce que Oui, on en a déjà merci. parlé ensemble. Et donc, Merci. on va poser un certain nombre de questions que nous, on voit, enfin, qu'on nous pose tous les jours, pour le coup. Mm. Alors, très concrètement, est-ce qu'il va y avoir des appels à projets ou bien alors on va pouvoir déposer des dossiers? Alors très concrètement, en fait les deux, en fait c'est en fonction de l'action qui a été définie, il y aura pour certaines actions, effectivement à la discrétion du pilote d'ailleurs de l'action, hein, pourquoi pas déclencher un appel à projet. Peut-être pour certaines actions ça aura du sens, mais pour d'autres, par exemple pour la création du centre de compétences, peut-être pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément parce que mon projet rentrera dans l'ensemble des critères, etc., qu'il sera financé. Alors, je fais exprès de poser la question. c'est d'où... Non, mais c'est une question intéressante parce que ça rebondit sur justement le travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on espère que avec tout ce travail, on ne tombe pas à côté, en fait. Et donc, que tous les projets... c'est vrai que non, mais ça répond à une vraie question. La question sous-jacente, c'est est-ce que je peux avoir des projets qui ne soient pas finançables par du FEDER sous prétexte qu'ils ne soient pas 3S? La réponse est oui. Il pourra effectivement y avoir des projets qui ne soient pas smartés. Alors oui, mais s'ils rentrent dans la pétale, dans Voilà. l'action, etc., Oui. ce que je veux savoir, ça veut dire que si on rentre dans le critère, oui, a priori on est financé. Voilà. En fait, si on a... C'est un appel à projet. Sauf si c'est... Donc c'est là, sauf si c'est un appel à projet. Si c'est un appel à projet, est-ce que ce sera les meilleurs dossiers qui seront pris ou tous les dossiers? Alors, C'est le travail des pilotes d'arriver à définir leur feuille de route. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre. C'est impossible de répondre. C'est les pilotes, en fonction de l'argent qu'ils ont et de l'intérêt que ça peut avoir, décideront de fonctionner d'une certaine façon ou d'une autre. Là, d'accord.
Après, ce qu'il faut remarquer aussi, donc concernant, pour rebondir aussi au financement possible. Nous, on a l'expérience de 2007-2013. C'est vrai que les fonds FEDER étaient principalement axés sur du collaboratif précédemment. Et en fait, ce qui a limité la consommation des fonds, c'est pas tant la disposition des fonds européens, c'est surtout la capacité des entreprises à aller chercher ces fonds. C'est vrai que quand je dis 50-50, c'est que il faut quand même que l'entreprise puisse mettre 50. Donc on est assez serein, alors pour une autre raison que je ne sais pas si je dois le dire, mais on est dans une région malheureusement assez mal notée par l'Europe. Ça c'est la mauvaise nouvelle en ce qui concerne l'innovation. En revanche, la bonne, c'est que du coup, on a un petit coup de pouce financier et donc un apport supplémentaire quant au financement. Mais nous, comment dire, si je reprends ma casquette de conseiller technologique, c'est comment aller chercher ces fonds, comment générer suffisamment de projets. Je dirais ça serait un vrai succès que de ne pas avoir assez de fonds pour financer tous les projets. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les industriels, en l'occurrence, sont vraiment plus dynamiques qu'avant. Avec plus de projets, et je pense que je dirais que ça serait vraiment une bonne nouvelle. Rencontre grand compte start-up. Et en fait, la démarche pour initier de nouvelles solutions, nouveaux projets, c'est de dire au grand compte, tu finances le démonstrateur, le projet. La start-up arrive, ou les start-up arrivent pour amener leur innovation, leur technologie. Tout ça fait un montage où on trouve déjà les 50% de fonds privés, puisqu'il y a un financeur qui est un industriel, enfin un grand compte, qui veut pousser une start-up ou intégrer une solution technologique. Et à ce moment-là, dans ce cadre-là, on peut, nous, pilotes d'une action, où on va aller voir les pilotes et dire on propose un projet. Mais ça, des montages comme ça, il va y en avoir plein. Donc au bout d'un moment, il y a bien quelque part une limite entre le projet qui va être accepté en 2015 et celui qui va être accepté en 2019. Parce que on peut pas dire tous, il faut les déposer en 2015. Ça va être au fil du temps, au fil de l'eau. Et puis surtout, le retour qu'il va y avoir sur certains projets, comment ça s'est passé, ça va donner des idées à d'autres. Pas sur le fond du projet, mais sur la forme, le fait de solliciter ce type de montage. Donc là, la nouvelle donne apparemment, c'est qu'on n'est pas obligé d'être forcément avec relation labo, relation collaborative. Par contre, nous, aujourd'hui, ce qu'on valide, c'est l'association grand compte qui n'a pas l'innovation, qui n'a pas la techno, qui ne sait pas comment faire avec ses équipes, mais qui a l'argent. Et après, la start-up qui n'a pas l'argent, mais qui a la techno. Alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Déjà, puisque je suis, je crois, enregistré, je demande confirmation sur le postulat d'être que 2 entreprises. Bon, parce que c'était pas le cas en 2007-2013, ça serait le cas en 2014-2020. Ça serait, ok. À vérifier. C'est-à-dire que comme je ne l'ai pas vu écrit noir sur blanc, je suis d'un caractère à entendre, mais à être... voilà. Après, sur le montage, je trouve que c'est là le fond de la question. Si effectivement on peut prendre que 2 entreprises, dans le précédent plan, toujours pareil, les grands comptes, bien sûr, pouvaient être dans un projet collaboratif avec des partenaires, avec un consortium, mais étaient nettement moins financés que les PME. En gros, l'Europe n'a pas de stratégie de développement des grands comptes aujourd'hui. Dans tous ces textes, on retrouve essentiellement la motivation de financer les startups et les PME. Donc, dans le précédent plan, comme je dis tout à l'heure, on pouvait presque monter des fois jusqu'à 80% sur des PME. C'était même pas 25% pour les grands comptes. Mais le fait est, c'est que pour des projets collaboratifs avec des grands comptes, en tout cas ceux que j'ai pu animer, finalement, les grands comptes ne sollicitaient pas de fonds. Je pense à IBM, je pense à d'autres grands comptes, Serviware. Eux, déjà, techniquement, c'est un peu difficile. Et finalement, ils ont un rôle un peu différent. Ils sont pas forcément dans la R&D. C'est pas. Ils attirent des startups ou des PME pour effectivement bénéficier de leur spécificité, de leur haut niveau technologique.
Donc ça, oui. Mais ils sont pas forcément dans un modèle, dans un planning pour répondre en termes de projet, avec beaucoup de R&D. Donc, je suis pas sûr que tant de projets que ça, enfin que ça change, comme tu dis, la donne en fait. Le fait qu'il y ait que deux entreprises, ça serait bien, hein, encore une fois, plus il y a de projets, plus ça veut dire qu'il y a de dynamisme économique. Mais je suis assez, j'ai pas le retour de cette expérience, quoi. Euh, ce qui a gêné le plus le collaboratif, c'est pas qu'il y ait un labo dans le montage, hein. C'est vraiment d'abord le manque de fonds propres des PME, parce que comme toutes les aides, c'est limité à la hauteur des fonds propres. Et donc, avoir et ce qui était très bien dans le collaboratif, c'est effectivement qu'une PME puisse participer à un projet de 2 millions d'euros, mais en gros, il y avait 1 million d'euros pour le grand compte et peut-être 200 000 euros pour la PME. Voilà, donc c'est ça la difficulté, je pense. Donc, c'en est une, hein, ok. Je pense pas que la nouvelle formule, tout d'un coup, fasse qu'on soit assujetti de projets. Peut-être je me trompe, hein. C'est vous qui êtes sans doute une meilleure vision que moi. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de renforcement de haut de bilan. Ou c'est toi? D'accord. Tu peux préciser? Eh ben, sur la partie, sur l'action qui s'appelle chaîne de production compétitive, là, pour que les chaînes de production soient compétitives, on est allé chercher un petit peu tout ce qui pouvait aider à faire avancer ces trucs-là. Et donc, pour vous donner une info, sur la partie haut de bilan, on pensait travailler avec Soridec sur cette action-là pour que les entreprises donc, aient plus de fonds propres et puissent avoir plus de financement sur les projets. Et donc, comme on a mis néanmoins des budgets sur les aides, des budgets indicatifs pour que les financeurs arrivent à prendre des décisions sur quelle enveloppe ils vont mettre sur quelle action. Et donc, pour info, moi j'ai inscrit 3 entreprises par an et 300 000 euros par entreprise. Sur 6 ans, ça fait 6 millions. Donc j'ai proposé, pardon, eh ben, sous forme de type Soridec. Oui, en taux capital. Donc c'est une quantification que j'ai fait comme ça un peu à la louche. Mais c'est pour cette action-là précise. Oui, c'est pour cette action-là précise, oui. Sur les chaînes de production compétitives pour les industries créatives. Après, pour les autres secteurs, ils ont peut-être mis des trucs, des actions de haut de bilan aussi, hein, je sais pas, on n'a pas les détails. Moi, je ne me suis pas allé apprendre par cœur le détail des actions des autres. Et pour info, la 3S ne se limite pas au FEDER, hein. La région entend la 3S comme une stratégie de développement économique par l'innovation, dans lequel effectivement on a accès au FEDER, mais des AFT, des ADI, elles seront aussi smartées, même si elles ne sont pas financées par le FEDER. Et surtout, pour revenir à ça, les projets Horizon 2020 européens, eux, ne sont pas plafonnés au fonds propres. Donc du coup, c'est de la responsabilité du leader du consortium de s'assurer que le travail qui va donner ou qui va accorder à un des partenaires puisse être réalisé, pas sous condition de fonds propres. On peut avoir une start-up avec 50 000 euros de fonds propres et se voir attribuer 300 000 euros de travail dans un projet collaboratif H2020. Pas de liaison. C'est juste le leader du consortium, enfin au niveau de l'Europe, qui a la responsabilité effectivement du travail qu'il confie à ses partenaires. Et Christine, tu avais une question? Je voulais savoir comment l'Europe va évaluer les axes, la réalisation des axes, par exemple le domaine 4, Ouais. transversal, est-ce que ça va être en termes d'emploi, en termes de... Alors effectivement, il y a actuellement un cours. Donc déjà, il y a une première copie qui a été envoyée à l'Europe pour nous valider les grandes lignes. Donc cette marguerite, en gros. Donc ça, c'est fait. Ensuite, effectivement, il y a le suivi. Et donc la gouvernance a pour mission d'essayer d'évaluer les indicateurs. Enfin déjà de les proposer, les identifier et ensuite de les suivre. Donc ça, c'est un travail qui est pas encore abouti. Mais qui va être fait, oui, effectivement. Donc nous, en tout cas, on a les indicateurs concernant la région que vous connaissez tous et l'emploi essentiellement, mais l'Europe en a beaucoup plus. Donc Les indicateurs, ils sont inscrits par objectif, en fait. Donc chaque objectif, donc il y a domaine, ambition, objectif, action, projet. Sur les objectifs, il y aura des indicateurs. Donc ils ne sont pas arrêtés au jour d'aujourd'hui. Non. C'est à remonter avec les pilotes. Mais c'est sûr que emploi et chiffre d'affaires, déjà, c'est bien de travailler après.
Après, il y a peut-être brevet, il y a peut-être. Il va y avoir le nombre de projets européens, Hmm, le voilà. nombre le nombre d'entreprises qui déclarent du crédit d'impôt recherche, le Hmm. nombre de thésards dans les entreprises. Hmm. Je sais pas quelle heure il est en fait. Je sais pas d'heure. Est-ce que il y a d'autres questions? Est-ce que globalement vous avez une meilleure vision déjà de ce qu'est la 3S et surtout de l'impact que ça a pour vous, je dirais à court moyen terme? Il n'y a pas de. Si on veut déposer un projet au jour d'aujourd'hui, Hmm. les portes d'entrée de dépôt, Ouais. comment Alors. elles sont identifiées, qui est l'instructeur, Hmm. le process, est-ce qu'il est arrêté au jour Hmm. d'aujourd'hui? Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a à peine les pilotes, il n'y a aucun Hmm. document, pas de process, Hmm. rien, il n'y a rien. Faut imaginer. Il faut attendre janvier. Non, enfin. Les je- pilotes, on met les pilotes justement Ouais. remplir la feuille de route. Ensuite, les pilotes, on va construire pour chaque pilote effectivement des équipes de contributeurs. Et donc, à partir de là, ils vont effectivement définir comment ils vont fonctionner. Et donc, après, en tout cas pour le FEDER, il y a déjà des documents sur Ouais. demander du financement fédéral, il y a des documents qui existent. Après, la question, c'est comment est-ce que effectivement va être l'instruction de ces dossiers-là. C'est le cheminement. Je pense- J'ai un projet Ouais. aujourd'hui, comment je fais pour le pense- déposer? Je pense que de toute façon, ça voilà, c'est aller voir au moins son conseiller aussi, je sais pas, enfin, avec tous les outils financiers qui existent, et puis même sur les fonds FEDER, même si le programme est fini en 2013, il y a peut-être encore sur certains types de projets des queues de FEDER. Donc je pense qu'il faut pas en tout cas arrêter un projet en attendant les fonds. Je pense que ça serait. Il faut aller voir les conseillers, voir comment on peut financer le projet en fonction du projet et des fonds accessibles. Parce que comme le disait Gilles, il y a plein d'autres fonds accessibles. Il y a des nouveaux fonds un peu européens qui arrivent. Il y a assez intéressant, voilà, comme les SME Instruments qui financent des projets individuels ou du collaboratif. Donc là-dessus, bon, c'était pas l'objet du jour, mais c'est vrai que sur toute la partie financement, bien sûr, la 3S a ceci de particulier, c'est qu'au-delà d'un outil, enfin, c'est pas un outil financier, c'est une stratégie. Donc, elle a aussi pour mission d'essayer et on en parlait encore tout à l'heure au niveau stratégique régional, de, de, de gérer un peu, de gouverner un peu cette région sur un plan technologique. Mais sur un plan financier, il y a déjà beaucoup d'outils, et donc ça sera un de plus. Faut pas que tout s'arrête autour de la 3S si c'est sur le plan que financier. Sur l'ambition 2, donc des industries créatives, l'Europe a lancé un programme qui s'appelle Creative Europe, sur lequel il y a 1,5 milliard d'euros. Voilà, donc on va pouvoir aller tirer dedans. Sur H2020, il y a 2 calls qui vont démarrer en octobre et qui vont se terminer en avril 2015. Donc 2 calls importants sur lesquels il y a à peu près 40 millions d'euros sur chacun, donc ça fait 80 millions d'euros. Nous là, enfin moi quand j'ai vu ça là, j'en ai parlé à nos collègues espagnols, puisque il y a un transféraire en fait à Barcelone qui s'appelle Axio, nos collègues espagnols. On est en train de finaliser le montage d'une mission pour faire venir les Espagnols ici. Les Espagnols, ils ont besoin d'argent aussi, hein, donc ils veulent monter des projets. Donc normalement en septembre, on va faire venir les Espagnols pour monter des projets pour répondre à ces 2 calls. Voilà, donc vous serez avertis. Il n'y a pas que le FENER, hein. Donc il y a d'autres financements. Donc le but, donc la 3S c'est juste la méthode. Après, donc ça permet d'accéder au FEDER, mais ça permettra aussi d'accéder à tous les autres financements. Et le but c'est d'aller chercher cet argent, et notamment donc en dehors du FEDER, le H2020 sur lequel il n'y a pas de plafond. Pas de plafond de fonds propres. Je vois encore une question. C'est-à-dire, on arrête. Donc, en fait, donc effectivement, donc Novae a lancé plusieurs pistes. Certaines vont être officielles d'ici le début de la semaine prochaine. Concernant effectivement, alors là, je parle sous le couvert de mon bras droit. On a rencontré donc pas plus tard que hier, avant-hier, donc le pôle Derby. Donc sur tout ce qui est smart grid, notamment tous les domaines du pôle Derby, où effectivement l'objectif c'est que l'on puisse se rencontrer, travailler ensemble, et effectivement appliquer, c'est pour ça que je vous disais, comme ça je t'en ai parlé, appliquer effectivement le numérique à toutes leurs activités, et inversement que aussi il y
y a des choses qui se créent dans les deux sens. Donc, avant d'arriver effectivement à déposer des dossiers auprès de la 3S, dans des projets collaboratifs à 2, à 3, comme ça, à définir. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a d'autres, du coup, est-ce qu'on parle beaucoup de celle-là, est-ce qu'il y a d'autres moyens, effectivement, de faire comme avant, dans quelle mesure Ouais. on va pouvoir mettre en relation ces entreprises-là, parce que donc là, on va partir vraiment d'une feuille de route très opérationnelle pour le mois de septembre, en plus d'autres projets qui vont sortir en début de semaine. L'idée, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ces entreprises-là pour les inciter et permettre du projet qui, derrière, ira peut-être sur du gros projet. Moi, je dirais comme tout à l'heure. En fait, le mieux, c'est d'aller voir les conseillers pour deux raisons. D'abord, pour faire on a quand même deux rôles essentiels. Le réseautage, c'est-à-dire vous mettre en relation avec les bonnes personnes, et puis la recherche des fonds les plus adaptés en fonction de votre projet et puis des offres actuelles. Donc, pour répondre concrètement à ta question, je pense que c'est très intéressant déjà de voir le travail que vous avez fait, et dès que vous rentrez en mode projet, de voir qui on doit contacter, quels fonds vous devez solliciter par rapport à votre planning le plus cohérent, le moins risqué. Pour information sur les aides individuelles, donc les AFT, les ADI, les aides traditionnelles, APPI, bien sûr, sont inchangées à ce jour. Elles seront même pas, à ce jour, elles seront pas financées par des fonds FEDER. Elles seront toujours avec des fonds régionaux cofinancés BPI région. Donc tout ça, ça continue à tourner. Sur les projets collaboratifs aujourd'hui, on est toujours sur un mode plutôt multi-projet individuel, mais ce qui au final pour les entreprises et les académiques répondent d'un point de vue financement, sauf qu'il n'y a pas la partie subvention qui arrivera avec le FEDER. Et je pense que comme je dis, pour certains projets, on peut quand même demander à nos financeurs qui ont la trésorerie, enfin la gestion des fonds, de savoir si on peut pas mettre un peu de FEDER, même déjà en 2014 sur ce type de projet. Mais c'est du coup par coup. Donc vraiment pour répondre à la question, il y a un travail de fond sur lequel on est conscient et sur lequel on est en retrait normal, ce qui est normal. Dès que vous rentrez en mode projet, vraiment faut solliciter donc les conseillers. Donc pour Derby, ça sera plutôt toute la partie environnement, électronique et informatique. On a déjà beaucoup de projets qui arrivent, de façon financée de façon individuelle ou collective. Et je pense qu'à la limite, ce que l'on peut faire, s'il y a vraiment un mouvement à lancer, peut-être on peut se rencontrer de façon ad hoc et de programmer. Peut-être il y a une action d'ailleurs sur laquelle vous seriez intéressé à participer de façon beaucoup plus active que vous ne l'êtes aujourd'hui. Voilà, tout ça, je pense que l'idée de ces slides, là, j'espère que je pourrai les transmettre, c'est prenez conscience de tous les sujets, et dès que vous sentez que là, ça peut résonner pour vous, avoir du sens, allez voir le responsable pour lui demander, vous en êtes où? Est-ce que je peux être plus actif par rapport à cette action, cette ambition ou ce domaine? Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de faire des trucs. Et à ce moment-là, si on arrive à ça, je pense qu'on a gagné, en fait. Si on arrive à cette... on parlait de quoi tout à l'heure au-delà de la synergie, de ce foisonnement d'idées qu'il y a eu autour de la French Tech, si on a la même autour de la 3S, c'est génial. C'est comme ça qu'on y arrivera, en fait. Et du coup, pour vous, c'est comme ça que la 3S correspondra le mieux à vos besoins, en fait. C'est en ayant le maximum de retours de votre part. Parce que nous, on est flexible, on n'a pas... Il faut voir que le cahier des charges de l'Europe est très light. C'est des grandes lignes. Après, tout ça, c'est du fait maison. Tout ce que vous avez vu, c'est du fait maison. Donc, on peut le changer. On peut revenir avec l'Europe en leur disant, bon, finalement, ce domaine, on a foiré. On voit autre chose, bien mieux. Ils vont pas dire, bah non, ça y est, c'est fait. Maintenant, revenez en 2025. Non, eux, l'objectif, c'est que les fonds soient financés utilisés pour le développement économique.
Non, non, mais tout à fait, mais par rapport, c'est pour ça que je dis la validation méritera d'être faite sur les grands groupes. Mhm. Si on a Crédit Agricole, si on a, voilà, voilà, savoir si effectivement ces grands groupes-là, parce que le modèle qui est entamé là, qui est poussé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire les grands donneurs d'ordre qui donnent donc aux PME, qui peuvent se regrouper et qui après pourront tirer sur 3S. Mais effectivement, la modalité de financement en pourcentage, en critères de PME communautaire, etc., c'est important qu'on puisse le savoir à un moment donné. De manière à ce qu'on n'avance pas en disant, ben oui, on va pouvoir faire du projet collaboratif, oui, on va pouvoir aller sur la 3S, si derrière on s'aperçoit qu'on a un gros donneur d'ordre et crac, ça ne fonctionne pas. Puisque c'est le modèle il est là. Ça c'est la base de la Mm. savoir. Mm. Là, on en est au niveau des actions. Les actions, ça concerne surtout le pilotage de la 3S. Parce que la question, c'est quoi des entreprises? C'est des projets. J'arrive à des projets. J'ai pas participé au premier round qui était la contribution pour l'élaboration de la 3S. Est-ce que le projet va être éligible? Est-ce que le domaine il est verrouillé ou pas? Donc, comme tu as dit, il y a une certaine souplesse. Et c'est relatif. Il y a une certaine souplesse pour certaines ambitions, mais pas pour toutes. Il y a des ambitions qui sont déjà assez. On le voit sur le schéma de participation, sur l'annuaire des entreprises qui sont inscrites au domaine, et il y en a qui sont bien remplis, d'autres qui le sont moins. Donc, il y en a moins, effectivement, on peut aller chercher des acteurs là où c'est bien rempli, qui sont plus verrouillés. Pour rassurer les gens qui sont là, quand on voit la marguerite de la 3S, vraiment ceux qui n'y sont pas, même nous, on se demande qui n'y est pas. Quoi. Il y a quelques trucs, par exemple les cosmétiques, les gens qui fabriquent des cosmétiques, ils n'y sont pas à la 3S. Bon, c'est un exemple et on le sait parce que c'est un des rares. Mais a priori, on va trouver partout. Justement, la marguerite, elle est suffisante. Elle est tellement large qu'on va toujours trouver un endroit pour poser un projet. Il faut peut-être dire que ce support devrait être disponible sur le site de Novae la semaine prochaine. D'après ce qu'on a dit, c'est ça. D'accord. Donc, sous réserve de la validation du protocole, cette présentation sera... D'accord. Déjà, il faut leur signaler que sur la mission 2, il a manque un morceau. Ouais. Voilà. Merci pour votre présence et vos questions.